Permettez-moi tout d'abord de remercier Avocats sans frontières Canada de m'avoir invité ce matin à la cérémonie de lancement du guide de bonne pratique sur le recours en habeas corpus et de m'avoir ainsi invité à prendre la parole en cette occasion. Je tiens également à féliciter Avocats sans frontières Canada pour cette initiative d'envergure appelée à marquer un tournant dans la pratique de l'habeas corpus en Haïti. Mesdames, Messieurs, la détention préventive excessive et arbitraire est à la fois une cause et une conséquence de graves violations de droits humains. À travers le monde, en effet, plus de 10 millions de personnes sont en détention avant jugement. Même si le droit international réglemente les circonstances dans lesquelles une personne peut être arrêtée et détenue, établit les critères minima et reconnaît des droits aux personnes arrêtées et détenues, la réalité est que des millions de personnes sont chaque année arrêtées et détenues de façon non nécessaire, sujettes à des mauvais traitements et des conditions inhumaines de détention et voient leurs droits et leur dignité déniés. En Haïti, vous connaissez tous la situation et le protecteur du citoyen vient de nous donner des statistiques vraiment accablantes. Vous avez également vu, il y a peut-être une semaine, 2 semaines, une vidéo qui circulait et qui montrait des détenus qui étaient de véritables loques humaines. Et ces détenus-là étaient dans un centre carcéral du pays. Ces gens-là n'avaient que les os et la peau. C'est donc dire que la détention préventive, abusive, prolongée, arbitraire, illégale, que cette détention abusive a des conséquences énormes. Cette détention préventive a un aspect socio-économique qui est souvent mal vu par la population. Mais cette détention préventive affecte les détenus, affecte leurs familles, affecte leur communauté et affecte même l'État, puisque chaque goutte dépensée dans le système carcéral pour payer des agents pénitentiaires, pour payer les autres membres du personnel, pour acheter de la nourriture, c'est une goutte que l'État aurait pu investir dans le système éducatif, dans le système sanitaire du pays. Donc, c'est une goutte perdue. Tout ceci pour vous dire que la détention provisoire excessive doit être un dernier recours et être utilisée uniquement sous certaines conditions précises. D'ailleurs, le principe de la présomption d'innocence ne veut-il pas que la liberté soit la règle et la détention l'exception? D'où l'importance, mesdames et messieurs, du guide de bonne pratique sur le recours en habeas corpus que Avocats sans frontières et ses collaborateurs lancent aujourd'hui. L'accompagnement international à la justice haïtienne durant ces 30 dernières années a toujours été constant et constructif, il faut bien l'admettre. Le souci du respect des procédures et des droits a toujours été une préoccupation de tous les instants. Toutefois, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des efforts déployés, ce qui, malheureusement, laisse un goût d'inachevé de la grande aventure d'orienter la justice haïtienne vers la voie de sa modernisation. Étant entendu que cette voie demeure celle de sa crédibilité nationale et internationale.
L'épaisse brume d'archaïsme, d'incohérence, d'incompétence et d'asservissement qui bouchait l'horizon du système pénal, malheureusement, ne se dégarnit pas encore. Au tribunal de la conscience du peuple, la justice reste encore sur le banc infâme des accusations de toutes sortes. Les gens croupissent en prison indéfiniment. Le système judiciaire se révèle incapable d'assumer pleinement la charge de juger. L'habeas corpus, l'instruction et le jugement sont en panne. La machine pénale semble déposée au fin d'être démolie. Le constat de plus d'un est que la procédure en habeas corpus, pourtant très utilisée par les défenseurs, est très mal consommée par les acteurs de la chaîne de jugement. Les doyens ont systématiquement rejeté des recours au motif que le dossier de l'arrestation de X ou Z recourant a été déjà acheminé au cabinet d'instruction. La compréhension qui s'est dégagée est que le cabinet d'instruction est le lieu où sont blanchies les arrestations illégales. Loin de là. L'analyse froide permet-elle d'aller à la conclusion que les ordonnances d'habeas corpus sont généralement mal motivées ou pas du tout motivées? Je ne veux pas faire ici le procès de ces ordonnances, mais il faut quand même s'accorder pour reconnaître qu'autant que les actions d'habeas corpus sont généralement mal initiées, autant les ordonnances cousues en l'occasion ne répondent pas à la question particulière de l'illégalité de l'arrestation et du caractère arbitraire de la détention. On peut se poser la question, qu'est-ce que l'habeas corpus, ce droit constitutionnel et universel? Mesdames, Messieurs, l'habeas corpus, c'est une procédure dont disposent les personnes pour contester leur arrestation ou les menaces privatives de liberté pesant sur elles lorsqu'elles ont été opérées contre le gré de la loi et pour demander conséquemment leur mise en liberté ou la révocation des mandats restrictifs de liberté arbitraires devant un tribunal indépendant et impartial. La pratique de l'habeas corpus qui a fait son chemin depuis l'adoption de l'Habeas Corpus Act par le Parlement anglais au XVIIe siècle est devenue le pilier central du système du respect des droits de l'homme depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, en son article 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui se prononcera, entre autres, sur les accusations dirigées contre elle en matière pénale. Dans sa politique de respect de l'État de droit et des droits de l'homme, les pays membres des Nations Unies se sont mis d'accord pour que l'arrestation de tout individu soit encadrée par la loi. Il s'agit d'un devoir imposé aux États, ce pour prévenir l'arbitraire du pouvoir politique et le pilotage de l'extérieur du système judiciaire. Le protecteur du citoyen vous a parlé, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux droits et aux droits de l'homme, deux instruments que notre pays a ratifiés et qui donc, en vertu de l'article 276 de la Constitution, font partie de la législation haïtienne. La Constitution haïtienne elle-même, la Constitution de 1987 bien sûr, inspirée de celle de 1946, a reconnu aux personnes arrêtées le droit de contester la légalité de leur arrestation devant un tribunal.
Cela s'instruit autant dans la démarche du respect des droits de la personne humaine que dans la lutte permanente de l'État contre la détention arbitraire. Le combat pour le respect de l'État de droit et contre la détention arbitraire passe par la mise en œuvre effective des dispositions des articles 26, 26.1 et 26.2 de notre Constitution. La Convention américaine des droits de l'homme, dont je viens de parler, à laquelle Haïti est partie, prescrit que les personnes détenues ont le droit d'introduire à tout moment un recours conformément au droit interne devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai si cette mesure est irrégulière. À ce niveau, il est utile de souligner que le recours en habeas corpus ne s'inscrit dans aucune temporalité. À tout moment, la personne détenue doit pouvoir trouver un tribunal indépendant et impartial pour examiner la légalité de son arrestation et le caractère arbitraire de sa détention. Dans ce cas, le cheminement du dossier doit demeurer étranger de la décision qui doit sortir. Seul compte le caractère légal ou non de l'arrestation et le caractère arbitraire ou non de la détention. J'aimerais rappeler à cet égard que les juges ne sont pas maîtres du délai dans lequel ils doivent trancher. La loi, en particulier celle du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, oblige les juges d'instruction à trancher dans un délai maximum de 100 jours, y compris celui de la navette du dossier entre le cabinet d'instruction et les parquets. Quant au juge de la liberté individuelle, il doit trancher séance tenante. Le non-respect des délais de procédure prévus par la loi ouvre la voie à une action de prise à partie contre l'autorité de justice concernée. Chers amis, le guide qui vous est présenté aujourd'hui vient combler un vide immense dans la façon de faire des défenseurs au quotidien. Ces défenseurs seront désormais mieux outillés pour présenter des requêtes au nom de leurs clients. Au juge de la liberté individuelle, il apportera un éclairage très fort. Il leur rappellera que dans l'habeas corpus, seul compte la légalité de l'arrestation et le caractère arbitraire de la détention. Il viendra rappeler aux juges de la liberté individuelle que devant leur office, le parquet est une partie et comme tel n'a plus de droits que les autres parties. Le parquet est une partie et n'a plus de droits que les autres parties. Toutefois, sa plus grande vertu résidera dans le fait de stimuler la police et les parquets au respect des modalités de la loi. Mesdames et messieurs, la justice, gardienne de l'état de droit, est une institution, sinon la plus importante des démocraties modernes. Elle protège l'équilibre social en garantissant la mise en œuvre effective des lois et en s'attachant religieusement au respect des procédures tracées par la loi. L'enjambement de procédures est un acte hostile à la loi, un fait de fraude. La fraude procédurale met à mal l'équité et la vérité dans l'œuvre de justice. Comme l'a dit l'autre, la fraude ne compte-t-elle pas tout? Un système piloté de bout en bout par la fraude procédurale ne peut pas répondre aux attentes de la loi. La justice de compromission du fait de la fraude de procédure ne peut qu'exécrer le peuple.
Elle crée ainsi une situation de solitude à la fois de l'institution judiciaire et de l'autorité judiciaire. Elle tue la singularité de la justice comme soupape de l'état de droit. Et face à l'encre têtue, le caractère indépendant et impartial du tribunal. Aujourd'hui, il faut admettre que le salut de la justice est entre les mains des acteurs du système judiciaire. Il faut admettre aussi que le féminisme de la justice corrompue pue aussi sur le visage de l'ensemble des acteurs. L'émondage continuel est de bon augure, mais s'il est couvert du discrédit, du fanatisme et de l'opprobre de la mise à sac des acteurs indociles, cela ne servira qu'à servir le système autant décrié que dégoûté. Ce guide de bonne pratique sur le recours à habeas corpus se veut une contribution importante de la modernisation du système judiciaire haïtien. Mais pour cela, vous autres les acteurs judiciaires, vous devez l'embrasser et le mettre à profit. Car si déjà il est zippé dans le sac des documents oubliés, il n'aura pas réussi à influer sur la désagréable image de la justice haïtienne, à diminuer considérablement l'épaisseur des odieuses brumes couvrant son visage. Faites-en votre bréviaire, et là je m'adresse surtout aux jeunes acteurs judiciaires, aux jeunes juristes. Faites-en votre bréviaire. Et je rappelle toujours que l'administration de la justice perd toute sa crédibilité lorsque des criminels sont en liberté parce qu'ils sont riches et que des innocents sont en prison parce qu'ils sont pauvres.